פותחים בכבוד אכסניה. Je tiens encore à remercier la rabbinite et le Rav Raskin pour organiser ces shiurim dont nous avons vraiment besoin pendant cette période encore difficile et plus difficile qui paraît encore de plus en plus dure et plus difficile. D'un côté, on allège un petit peu toutes les restrictions et d'un autre côté, on a des nouvelles qui sont très dures. Et en fin de compte, pouvoir diffuser la Torah, c'est quelque chose de très important. Toute notre raison d'être, notre raison de vivre, c'est notre Torah. Et donc, c'est vraiment de bon augure de se trouver une semaine avant la fête de Matan Torah, la fête de Hag HaShavuot, de parler un petit peu de l'importance de la Torah dans notre vie journalière, la place que prend la Torah, que doit prendre la Torah dans notre vie. Et également, on trouve dans la Torah absolument tout réconfort. C'est toute notre raison d'être. Pour ceux qui ont suivi jeudi soir, la fin de la Shiva avec la présence du papa du jeune Bahour Dovi Steinmans qui est décédé, celui de Montréal, un de ceux de Montréal. Je voudrais juste partager avec vous que j'ai été faire Nihum Avelim, j'ai été lui rendre visite la semaine dernière et on a trouvé un homme, malgré la peine, malgré la grosse difficulté qu'on peut imaginer, il faisait de tout pour essayer de lui nous donner du hizouk, ça veut dire pour lui de nous renforcer. Ce jeune qui est décédé avait passé le Shabbat avant Pessah chez mon fils au Maroc, puisque son frère avec toute sa belle famille ont passé le Shabbat, ont passé tout Pessah au Maroc. Alors ils l'ont envoyé à lui, puisque c'était un jeune Bahour pendant les vacances de Yeshiva, avec tous les bagages, etc. Et bien sûr, il a passé Shabbat à Casablanca, il a passé Shabbat chez mon fils. J'ai rencontré le père Achol Moed et il m'a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas comment a dû être ce Shabbat, mais mon fils en est revenu enchanté. Et il m'a répété ça lorsqu'on a été lui rendre visite, faire Nihum Avelim. Ce matin, j'avais une Brit Mila juste en face de chez eux. Et donc, en sortant de la maison, après avoir fait la Brit Mila, voilà que le papa qui vient de sortir de Shiva, avec les deux frères, ses deux fils, arrive. Alors, je me suis arrêté et je vois sortir de la voiture, il vient vers moi, comment ça va? Il était content de me voir. Et voilà que le fils sort de la voiture avec deux bouquets de fleurs. Et il me dit, on doit continuer. Et on doit continuer à vivre avec simha, avec joie. Bien qu'on n'a pas tellement l'habitude, nous, d'offrir des fleurs pour la fête des mères, mais étant donné qu'aujourd'hui, c'est la fête des mères, on veut rendre ma femme et la maman joyeuses après tout ce qu'on vient de passer. On a pensé que c'était la bonne chose. Donc, ils revenaient de la tfila avec qualité de filine et deux bouquets de fleurs qu'ils ont ramenés à la maison. Lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, voilà quelqu'un qui est accablé par la douleur, mais qui fait de tout pour d'abord ne pas sombrer, mais surtout pour garder la famille ensemble, garder vraiment un moral fort au sein de la famille. Et ça m'a donné beaucoup à réfléchir. Que, effectivement, il m'a dit, j'avais pensé, je veux donner le meilleur à mes enfants. Je l'ai envoyé dans la meilleure yeshiva. Pour moi, je voulais lui faire le meilleur mariage que je voulais faire. Eh bien,
j'ai fait de tout pour qu'il ait eu la meilleure levaya. C'est ça ce que Akadosh Baruch Hu a voulu. Alors j'ai voulu même dans ça, je voulais qu'il ait le meilleur. Et je vais continuer à donner le meilleur parce que c'est sûr que de là où il est dans un meilleur monde. Et c'est sûr que de là où il s'est uni avec la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, etc. Alors voilà les paroles d'un père. Et toutes ces paroles qu'il trouve et toutes ces forces qu'il trouve, il m'a dit ce matin comme ça, devant sa maison, dans la rue, si ce n'était pas la Torah qui nous donne ces forces-là, on aurait perdu la tête complètement. Alors, chers amis, puisque nous sommes à une semaine avant Matan Torah, alors on va essayer ensemble de voir qu'est-ce que la Torah nous amène dans notre vie et quel est le vrai sens d'une vie d'un juif. On va retrouver dans plusieurs sources qu'on va rapporter. On va commencer par une Mishnah dans Pirkei Avot. La Mishnah dans Masechet Avot Perek Aleph, c'est Mishnah Tet Vav, Tet Zayin. La Mishnah nous dit comme ça. Shammai Omer, Ase Toratecha Keva, Emor Me'at Va'ase Arbi. Shammai nous enseigne que fais de l'étude de la Torah ton occupation principale. On connaît tous la Gemara, la mahloket qu'il y avait dans la Gemara dans Brachot avec Rabbi Shimon Bar Yochai, où Rabbi Shimon Bar Yochai dit il faut tout délaisser et étudier la Torah Yomam Valay, la nuit et jour. Parce que si on commence à se donner à toutes nos occupations, Torah Mateemena, que va devenir la Torah? Beaucoup ont essayé de faire la méthode de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils n'ont pas réussi. Pourquoi ils n'ont pas réussi? Parce qu'il faut travailler, il faut manger, il faut amener une parnassa. Mais de notre côté, on nous demande d'étudier. Alors, où sont les priorités? Et là, on va comprendre exactement que veut dire la Mishnah en disant, lorsque Shammai nous enseigne et nous dit « Ase Toratecha Keva » fais de la Torah, de l'étude de la Torah, ton occupation principale, pas principale dans l'heure, dans la quantité du temps, mais principale d'une manière kavua, ça veut dire il faut que ce soit fixe. Et je vais m'expliquer. Rachamim rapporte qu'après 120 ans, lorsqu'on va se retrouver devant le Beddin Shelma'ala, devant le tribunal céleste, devant qui on devra rendre des comptes, comme dit la Mishnah, que tu le veuilles ou non, malgré nous, on va être obligé de rendre des comptes. La première question qu'on va nous poser, Ha'im nasata venatata be'emuna, ha'im kavata itim la Torah. Est-ce que lorsque tu as cherché ta parnassa, parce que c'est une obligation, quand on se marie, qu'est-ce que le Hatan dit à sa femme? Il s'engage avec un contrat, avec une Kabbalat Kinyan, avec un engagement solennel. Ça veut dire il s'engage à nourrir sa famille, nourrir sa femme. Alors comment est-ce qu'il va faire? Si d'un côté il a la responsabilité de nourrir sa famille, et d'un autre côté il doit étudier, alors on nous pose la question. Que veut dire Nasata Venatata Be'emuna? Est-ce que lorsque tu as cherché ta parnassa, est-ce que tu avais Emuna en Akadosh Baruch Hu, que tu fais ce que tu dois, tu fais Ishtadlut, tu fais tous les efforts possibles pour amener la parnassa, mais à un certain moment, il y a une Emuna qui doit venir, parce que un la davar sauf, il n'y a pas de limite. Que veut dire il n'y a pas de limite? Ça veut dire que si je crois que j'ai toujours besoin et j'ai encore besoin,
Ça veut dire que je n'ai pas d'émouna. Comme c'est écrit clairement, la Gemara nous dit que Mezonotav chez la dame, Ketsuvim, mais Rosh Hashanah, Ve'ad Rosh Hashanah, que ce qu'on va gagner dans l'année, c'est déjà décidé, c'est déjà inscrit. Donc, si je crois que je dois délaisser la Torah, les tfilot, les prières, à cause de la parnassa, ça veut dire que je n'ai pas eu de émouna dans ma parnassa, je n'ai pas de émouna dans mon travail. Je fais mon travail, mais je n'ai pas de émouna parce que je crois que je dois toujours faire. Et je ne peux pas me permettre de prendre 1 heure pour étudier parce qu'autrement, ça va manquer dans ma parnassa. Et c'est pour ça qu'on nous pose la question, est-ce que tu as vraiment eu de la émouna, de la foi? Ça veut dire que tu as su à un certain moment mettre un temps d'arrêt et dire maintenant, c'est consacré à la Torah. J'ai consacré la journée à la Parnassa, maintenant je consacre un temps à la Torah. Et après la question, Ha'im kavata itim la Torah. Le mot kavata itim la Torah, c'est très intéressant. Que veut dire kavata itim? Est-ce que tu as fixé un moment pour étudier? Il y a un pirouche intéressant qui a été donné par Rabbi Raphaël Baruch Toledano alav Shalom, qui était le Av Beddin de Meknes jusqu'aux années, il me semble, 68. Il a quitté après la guerre des 6 jours. Il a fait sa aliyah. Et lui, il militait beaucoup pour l'étude, pour le limoud, qui est du limoud, que les bâtim, même s'ils travaillaient toute la journée, le soir, obligatoirement, il fallait des shiurim partout. Mais il a dit quelque chose d'important. C'est quoi? Kovea itim la Torah. Kovea itim la Torah, ce n'est pas lorsque j'ai un moment de libre, je fais tout ce que j'ai à faire. Et une fois que j'aurai un moment de libre, là, je vais consacrer du temps à la Torah. Il dit, c'est pas ça. Kovea itim la Torah, c'est tous les jours de 6 à 7, c'est consacré à étudier. Le matin, le soir, peu importe. Mais j'ai 1 heure et demie, j'ai 2 heures, j'ai une demi-heure, peu importe. Mais ça doit être kavua. Et que veut dire kavua? Kavua dans l'heure, dans le temps. Si mon shiur journalier, il est de 6 heures à 7 heures, alors rien au monde ne peut me bouger ce shiur que j'ai de 6 heures à 7 heures. Rien au monde. Et je ne dois pas le déplacer. Et dire, bon, je ne peux pas à 6 heures, alors je le ferai à 8 heures. Je ne peux pas à 8 heures, je le ferai à 10 heures. Ça ne s'appelle plus et kovea itim la Torah. Comme ça, il explique. Ça veut dire que c'est sûr qu'on doit s'adonner à la parnassa, c'est notre responsabilité d'amener le parnassa à notre famille. Mais dans la même obligation, sinon plus, il faut être kovea itim la Torah et avoir des shiurim, avoir un shiur kavua, fixe, et à 1 heure fixe dans la journée. Et peu importe qu'est-ce qui arrivera. Et là, puisqu'on parle d'études de la Torah, alors je voudrais qu'on s'attarde à quelque chose de très intéressant, une she'ela qui a été soulevée, que je vais partager avec vous. Mais avant tout, avant qu'on passe à cela, juste comprendre un petit peu le concept de la fête de Shavuot, qu'on appelle Hag HaShavuot. Dans la tfila, on va dire, Biom Hag HaShavuot Azeh, Biom Matan Torah, alors qu'en vérité, cette fête, elle a plusieurs noms. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait Hag HaShavuot? Parce qu'elle vient pour conclure cette semaine Shiva Shavuot Ispor Lach. On a 7 semaines de préparation entre Ben Pesach La'atzeret, entre Pesach et Shavuot, et dans cette préparation, c'est la préparation avec Sefirat HaOmer, avec le compte du Omer. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais juste un exemple qui a été ramené pour bien comprendre le concept. C'est le machal, c'est l'exemple d'un roi, d'un melech, qui a des serviteurs, des gens à son service. Et lorsqu'un des serviteurs ne fait pas son travail comme il se doit, et qui n'est pas vraiment comme le roi veut, alors le roi décide de le jeter
en prison. Et jeté en prison, c'est dans une fosse, carrément. Et voilà qu'il a jeté quelques-uns de ses serviteurs, il les a jetés dans une fosse. Et voilà qu'un beau jour, le roi décide d'aller se promener à côté de la fosse. Et il regarde comme ça, et dans le fond, il repère quelqu'un, un de ses serviteurs qui avait vraiment fauté envers lui. Qu'est-ce que le roi fait? Il l'interpelle. Et il lui dit, Ploni, un tel, je vais te faire sortir du trou et je vais te donner 50 jours pour faire tes preuves. Si dans 50 jours tu fais tes preuves, alors je te donnerai ma fille en mariage. Alors ce serviteur est complètement déboussolé. Est-ce qu'il croit ce qu'il entend? Il se dit comment? Je suis au fin fond du trou, complètement. Et non seulement le roi va me gracier, il va me laisser vivant, mais en plus il est prêt à me donner sa fille. Alors bien sûr, il accepte et il sort. Et là, il a 50 jours pour faire ses preuves. Alors imaginez-vous, il était dans les abîmes, dans le fin fond du trou. Et là, il sort, il remonte et il remonte. Et chaque jour, il essaye de s'améliorer. Chaque jour, il s'améliore pour arriver au 50e jour. Lorsque le 50e jour arrive, il se présente devant le roi et le roi lui dit, tu as passé le test et tu es arrivé vraiment à surmonter, tu es arrivé à te parfaire et maintenant je te donne ma fille. Ça, c'est le mashal. Le nimshal, c'est que Akadosh Baruch Hu nous a sortis du trou. De quel trou? Du profond des abîmes de Toum'a. On était en Égypte, on était en Mitzrayim. Et Akadosh Baruch Hu est venu, Bichvodo v'atzmo, lo alide malach, velo alide saraf. Il n'a pas envoyé quelqu'un pour venir nous sortir. Il est venu nous cueillir, Keshoshana ben Ahohim. Il est venu nous cueillir comme on vient cueillir une rose et nous faire sortir. Pour faire quoi? Pour faire, en fin de compte, nous donner 49 jours de préparation. Et après ces 49 jours de préparation, arriver à nous marier. Et c'est ça, Matan Torah, qui est le mariage entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël. Et c'est pour ça que c'est rapporté dans la Gemara dans Ta'anit. La Gemara dit dans Ta'anit, dans Dav, Chavav, Amoud Sheni, Amoud Bet, la Gemara dit comme ça, très, très intéressant. Vechen hu omer. Et ainsi il est dit, Senaur ena benot Zion, Ba'melech Shelomo, Ba'atara she'itera lo imo, Biyom hatunato ou biyom simchat libo. Il dit, venez voir les filles de Tzion. Regardez le roi. Et en fin de compte, il dit, Biyom hatunato, biyom simchat libo, le jour de son mariage et le jour de sa plus grande joie. Et là-bas, la Gemara explique qu'est-ce que c'est Biyom hatunato. C'est Matan Torah. Le jour du mariage, c'est Matan Torah. C'est le jour de Matan Torah. Biyom simchat libo, ze binyan bet hamikdash. Donc, le jour de la joie vraiment d'Akadosh Baruch Hu, il nous donne Matan Torah pour ensuite arriver à quoi? Pour ensuite arriver à la construction du Beth Amikdash. Ce qui veut dire que tout ce Yom Matan Torah, tout ce jour de la Torah, et nous donner la Torah, qui est un jour extraordinaire où on s'unifie avec Akadosh Baruch Hu, on se marie avec Hachem. D'ailleurs, la belle coutume que nous avons les Sfaradim et particulièrement les Marocains, c'est de lire la Ketouba. On a une Ketouba spéciale qu'on lit quand on ouvre le Echal, avant de sortir les Sifrei Torah, le jour de Shavuot, le premier jour et le deuxième jour. Il y a une très belle Ketouba que nous lisons, du premier jour et du deuxième jour. Ça nous rappelle, et on la lit avec l'intonation exactement de la même Ketouba qu'on lit sous la Choupa. Pourquoi?
pour nous rappeler que c'est notre mariage avec Akadosh Baruch Hu. Et là, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est exactement le but. Dans un sens, le but, c'est le mariage avec Akadosh Baruch Hu. Ou biom simchat libo zebinyan bet hamikdash. C'est-à-dire que tout le but de Matan Torah, c'est pour arriver à construire le Bet Hamikdash, pour nous préparer à construire le Bet Hamikdash, le Mishkan dans le désert, et ensuite, plus tard, le Bet Hamikdash, le temple. Et là, on va voir une Gemara très intéressante. C'est une Gemara dans Baba Metzia, dans Daf Pehe Amud Bet, où là-bas, il y a quelque chose d'impressionnant que la Gemara a rapporté. Et elle dit, elle pose la question, une des raisons du Horban Bet Hamikdash, la destruction du premier temple. Quelle est la raison? Pourquoi le premier temple a été détruit? Pourquoi est-ce qu'on a eu la destruction de Beit Rishon? Et là, c'est très intéressant. La Gemara nous dit, Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Rav Yehuda, il dit au nom de Rav. Et il rapporte un pasouk, il rapporte un verset dans Yirmiya. Et le pasouk nous dit comme ça. Le pasouk nous dit, Mi ha'ish hacham v'yaven et zot. Qui est l'homme, qui est le sage pour comprendre, et à qui est la bouche de l'Éternel, d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que Akadosh Baruch Hu a révélé à Shediber pi Hashem elav vayagida alma avda haaretz? Et donc on pose la question pour nous communiquer pourquoi ce pays a été ruiné et dévasté, est devenu dévasté comme le désert. Alma avda haaretz. Et ils ont posé la question, comme dit la Gemara, on a posé la question à Hachamim et ils n'ont pas répondu. Ils n'ont pas répondu. Amrou Nevi'im velo pirushu. Les Nevi'im, alors les sages d'abord n'ont pas répondu, n'ont pas expliqué. Alma avda haaretz. Pourquoi est-ce que la terre a été détruite? Ça veut dire le Bet Hamikdash. On a posé la question aux Nevi'im, velo pirushu. Les Nevi'im non plus, les prophètes non plus n'ont pas expliqué Alma Havda Haaretz. Jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu l'a expliqué lui-même. Il a répondu Alma Havda Haaretz. Pourquoi le Bet Hamikdash a été détruit? Et pourquoi maintenant Jérusalem, elle est déserte? Et Akadosh Baruch Hu répond Al Ozvam Vayomer Hashem Al Ozvam et Torati. Et Akadosh Baruch Hu répond parce qu'ils n'ont pas écouté mes ordres et n'ont pas suivi mes principes. Ozvam et Torati, ils ont abandonné ma Torah. Et là, très intéressant, Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Comment est-ce que Rav Yehuda, il explique au nom de Rav? Shelo birchu birchat Torah tehila. Parce que c'est quoi? Al-Ozvam et Torati, qu'ils ont abandonné ma Torah. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est parce qu'ils n'ont pas fait Birkat Torah Tehila. Et là, je vais m'expliquer. Il y a une mahloket Rishonim, il y a une discussion entre les Rishonim. Est-ce que Birkat Torah, la bracha qu'on fait, Asher b'harbanu mikol ha'amim v'natalanu et Torato baruch ata Hashem noten Torah, est-ce que c'est une bracha de Rabbanan, une bracha de Oraita? C'est mahloket Rishonim. D'après Rambam, c'est bracha de Rabbanan. D'après Maïmonide, c'est une bracha que Chachamim ont instituée. Et la question est que est-ce que cette bracha est comme une birkat mitzvot ou alors c'est birkat sheva? Que veut dire birkat mitzvot? Alors on sait qu'à chaque fois qu'on doit faire une mitzvah, les Chachamim ont institué de faire une bracha, de faire une bénédiction. Avant de mettre tefillin, on fait une bracha. Avant d'allumer les bougies, même si c'est une mitzvah de Rabbanan, on fait une bracha. Avant d'allumer Adlakat Nerot Hanouka, on fait une bracha. Donc sur chaque mitzvah qu'on fait, on fait une bracha. Maintenant, l'étude de la Torah est aussi une obligation, c'est une mitzvah.
Donc, c'est une obligation, c'est une mitzvah d'étudier. Puisque c'est une mitzvah d'étudier, Kav ou Bracha, ils ont fixé une Beracha avant l'étude de la Torah. Et comme ça, c'est rapporté clairement dans l'Ora Hayim Siman Mem Zayin. Et là-bas, c'est très intéressant, où il dit Sarir Birkat Torah, Sarir li Zaher Ba Meod. Comme ça, c'est écrit. Que Birkat Torah, Sarir li Zaher Ba Meod. Il faut faire très attention quand on fait Birkat Torah, de la faire vraiment avec Kavana, avec une conscience et comprendre exactement qu'est-ce que c'est Birkat Torah. De là, il a été institué de faire Birkat Torah avant, pendant Brachot HaShahar, le matin. Tous les matins, avec Brachot HaShahar, on termine avec Birkat Torah. Et pour ne pas que cette bracha soit les batala, alors, Chachamim ont institué qu'on dira Bracha Mshuleshet, des psukim dans la parashat Nasso, qui est Birkat Kohanim, les psukim de Birkat Kohanim, et après on dit la Mishnah et l'Udvarim Shelaim Shi'ur, donc on dit Torah Shebirtav, Torah Shebe'alpe, etc. Et après on dit Tzavet Ben Israël, c'est ça les korbanot qu'on dit. Et là, la question se pose, Shelo Birchu Batehila, Birkat Torah Batehila. On aurait pu penser, quand on dit que Al-Osvam et Torati, que Ben Israël ont abandonné la Torah, ça veut dire qu'ils ne l'étudient plus. Ils ne la pratiquent pas, ils ne l'étudient pas. Mais lorsque Rav, il explique, il dit, lorsque Rav Yehuda, il dit au nom de Rav, vous savez qu'est-ce que c'est Osvam et Torati? Ce n'est pas qu'ils n'ont pas étudié, ils ont étudié, mais ils n'ont pas fait de bracha. Ils n'ont pas fait la bracha avant d'étudier. On a un klal, on a une règle dans les halachot brachot, que bracha ena me'akevet. C'est quoi brachot ena me'akvot et mitzvah? Si quelqu'un, par exemple, a mis les téphilines, il a oublié de faire la bracha, la niar téphilines, et qu'il les a enlevés, donc il a accompli la mitzvah de téphilines. Bon, il a raté la mitzvah de la banane de faire une bracha, mais la mitzvah de mettre les téphilines de oraita, il a accompli la mitzvah. Quelqu'un il a fait la shechita. Il a fait la shechita, c'est écrit clairement dans la chot shechita dans Yoredera, que si quelqu'un a fait la shechita, velo berach, sheki deshanu, b'misav à la shechita, shechita tokshera, la shechita elle est cachée. Ah, il a raté la bracha, il a raté la bracha. Mais la shechita elle est cachée. Et si bien sûr la bête elle sort cachée, elle est cachée. Ce qui veut dire que bracha est dans me'akevet. La bracha ne vient pas pour contredire la mitzvah. On a fait la mitzvah, on a raté, d'accord, on a raté la bracha, qui est une mitzvah de Rabbanan. Mais la mitzvah elle-même a été faite, elle a été accomplie. Donc lorsqu'on dit, lorsque Rav Yehuda, il explique au nom de Rav, il dit, c'est quoi l'osvam et torati? Shelo birchu batehila, shelo birchu bikat Torah batehila, ça paraît très drôle, on ne comprend pas. Pourquoi on ne comprend pas? Parce que d'après Rav Yehuda, qui dit au nom de Rav, ils ont étudié. Parce qu'autrement, il aurait dit, lorsque Akadosh Baruch Hu a expliqué, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'Hachem il a expliqué Al-Osvam et Torati, on se serait arrêté là. Et ça veut dire Harva Haaretz Beit HaMikdash a été détruit parce qu'on n'a pas étudié, parce qu'on n'étudiait pas la Torah. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ils ont étudié, mais ils n'ont pas fait de bracha. Et là, le Beit Hadash, dans son explication sur le tour dans Ora Hayim, dans Siman Mem Zayin, lui dit quelque chose de très intéressant. Il ramène ça au nom de Rabbeinu Yona. Et il dit que Maya Kavana, chez la Shemit Barach. Et là, il explique la Gemara. Il dit Kavanato chez la Shemit Barach, la Kavana d'Akadosh Baruch Hu, c'est que Behemet Hayu Oskim, Hayu Lomdim Torah. Ils étudiaient la Torah. Ve'abaya chez l'Obirchu. Et le fait qu'il n'ait pas fait la Beracha, c'est parce que, comme il dit Rabbeinu Yona, et ça c'est le Ran, pardon, c'est le Ran qui le ramène, dans Nedarim Pe Aleph, le Ran il dit Mipene shelo haita haTorah hashuva be'enehem al ken lo birchu shelo haita reuya levarech.
Et je veux reprendre ce qu'il dit le Ran au nom de Rabbeinu Yona. Le Ran au nom de Rabbeinu Yona, il dit que chez Ayom Mevarchim Batorah Tehila, qui n'ont pas fait la bracha au début, quel omar, ça veut dire qu'ils étudiaient Aval Shelo Haïta Torah Hashuva Be'enehem. Ça veut dire on est en train d'étudier, mais la Torah n'est pas importante, n'est pas Hashuva Be'enehem. Alors la question se pose, on ne comprend pas très bien qu'est-ce qu'on veut nous enseigner ici. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on étudie? Im lo haïta Hashuva Be'enehem, lama lomdim, pourquoi est-ce qu'on étudie? Et là, on vient à comprendre exactement qu'il y a deux manières, deux approches à la Torah. Il y a une approche, et c'est ça ce que voulaient les Yévanim, c'est ça ce que voulaient les Grecs. Les Grecs voulaient qu'on étudie, ils n'avaient aucun problème. Les Romains, eux, ne voulaient pas qu'on étudie. L'étude était interdite. Il y avait une xéra. On n'a pas le droit d'étudier parce qu'ils savaient très bien qu'à travers l'étude de la Torah, c'est là qu'on puise nos forces, c'est là qu'on s'attache avec Hachem, qu'on s'unit avec Hachem. Les Grecs, eux, ils avaient une autre philosophie. Les Grecs, ils ont dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez étudier. Mais vous pouvez étudier philosophiquement. Vous pouvez étudier la Torah, mais sans étudier parce que Hachem vous demande, ça veut dire ils ont voulu démystifier la Torah, enlever Hachem de la Torah. Et quand on enlève Hachem de la Torah, ça veut dire que ça reste des textes extraordinaires. Ça reste une étude merveilleuse, mais une étude tout simplement au niveau philosophique et pas plus que ça. Et c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il amène le Ran au nom de Rabbeinu Yona. Shelo haïta hashuva be'enehem alken lo birchu. La Torah n'était pas importante à leurs yeux. De quoi est-ce qu'ils étaient intéressés? Ils étaient intéressés de la philosophie qu'il y avait là-dedans. Pas plus que ça. Il y avait des gens, des apécorsim, il y avait des mécréants qui étaient des grands érudits et qui étudiaient la Gemara et qui étudiaient absolument de tout. Mais ils n'accomplissaient pas les mitzvot. Et pour eux, cette étude, c'était comme un plaisir, une partie de plaisir. Et c'est ce qu'il dit le Rabbeinu Yona. C'est ce que le Rani ramène dans la Gemara dans Nedarim. Il dit, parce que chez Lohaïta Hashuva Be'enehem, cette Torah n'était pas importante à leurs yeux. Puisqu'elle n'était pas importante à leurs yeux, on ne fait pas de bracha. Pour ajouter, et ça je reviens à ce qu'il dit le Beit Hadash, sur son pirouche, sur le tour, comme j'ai rapporté tout à l'heure, qu'en vérité, ce qui les intéressait, c'était tout simplement connaître les philosophies. Lui aussi ramène un peu, il ramène un petit peu dans le même sens. Il ramène la philosophie de la Torah, c'est ça ce qui les intéressait. Ils voulaient savoir, par exemple, ils pouvaient prendre, on va prendre l'exemple de Choshen Mishpat. Mais pourquoi ils étudiaient Choshen Mishpat? Choshen Mishpat, c'est là où il y a toutes les lois de commerce, les lois monétaires, etc. Ils étudiaient Choshen Mishpat, pas parce qu'ils voulaient suivre la halakha, mais parce qu'ils voulaient avoir des connaissances dans le commerce. Ils voulaient savoir comment on fait le commerce. Ils savent que la Torah est très intelligente et que ça nous donne des intuitions et ça nous rend plus intelligents comment faire le commerce, mais pas pour faire la mitzvah. Comme ça, il dit le Ran. C'est intéressant. Il ramène, comme ça, il dit le Bah. Et là, on va voir quelque chose d'intéressant. Également, qui est rapporté. Hachamim disent que, en fin de compte, on arrive malheureusement quand quand osvim et la Torah, quand on abandonne la Torah, ça veut dire que la Torah n'est pas hashuva à nos yeux. Alors on tombe dans les pires des averot. Lesquels? Giluy arayot, shefichut damim et avodah zara. C'est-à-dire on va tomber dans ce qu'on appelle l'inceste que la Torah nous interdit. Shefichut damim, c'est tuer sans raison, et avodah zara, l'idolâtrie. Et là, Hachamim nous disent,
Si tu vois que quelqu'un est arrivé à ces 3 avélotes-là, c'est qu'il y avait une raison à la base. Et la raison à la base, c'était Al-Ozvam et Torati, parce qu'ils ont abandonné la Torah. Ça veut dire Hakadosh Baruch Hu viter al Gilui Arayot. Hakadosh Baruch Hu viter al Shfichut Damim. Hakadosh Baruch Hu viter al Avodah Zara. Aval eno mevater al Ozvam et Torati. Il dit Hakadosh Baruch Hu nous a pardonné Avodah Zara. Il nous a pardonné le péché du veau d'or. Hakadosh Baruch Hu a pardonné, on l'a vu dans la Torah, lorsqu'il y a eu malheureusement des incestes, il a pardonné. On a fait, il y a eu des cas où on a tué, et là Hakadosh Baruch Hu a pardonné. Al-Zeh Hakadosh Baruch Hu mevater. Et c'est pas à cause de ça qu'Hakadosh Baruch Hu a détruit le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash a été détruit à l'Ozvam et Torati, chez l'Obirchou Batehila. Et là, je voudrais apporter quelque chose d'intéressant. On essaie de comprendre nous-mêmes que veut dire ce Al-Ozvam et Torati, que ça veut dire chez l'Obirchou Batehila. Batola Tehila. Et le meilleur exemple qui m'est venu à l'esprit, j'ai pensé, et je vais le partager avec vous. Comme on a dit, il y a une mahloket, il y a une discussion. Est-ce que Birkat HaTorah c'est Birkat HaShevach ou alors c'est Birkat HaMitzvot? Nimnu vegamru, la plupart sont d'accord que c'est Birkat HaShevach. Que veut dire Birkat HaShevach? Birkat HaShevach, ça veut dire c'est une beracha de remerciement à Kadosh Baruch Hu. On remercie l'Éternel, Asher Baharbanu Mikol Ha'amim, que tu nous as choisis de parmi tous les peuples pour être les récipiendaires de ce qu'il y a de plus ancien. Venatan lanu et haTorah, il nous a donné sa Torah. Baruch ata Hashem, noten haTorah. Béni sois-tu l'Éternel qui nous donne la Torah. Et la hatima, c'est-à-dire la bracha, matbea shetavu hachamim, comment est-ce que hachamim, ils ont écrit cette bracha? Noten belashon hove. Ça veut dire noten haTorah au présent, pas au passé. Pas Natan haTorah. Parce que là, comme on vient d'entendre du Rav Raskin, Matan Torah, c'est tous les jours. Et tous les jours que je me réveille, je suis Meshabéach, je loue l'Éternel avec cette beracha shel Baharbanu mikol ha'amim v'natan lanu et torato baruch ata Hashem noten haTorah. Et là, on va comprendre. Il y a une halakha pour bien comprendre, bien assimiler ça. On va comprendre quelque chose d'intéressant. On revient à ce qui a été dit d'après Rav Yehuda qui a dit au nom de Rav, ou alors l'explication qui a été donnée, l'explication qui a été donnée que qu'est-ce qu'on appelle Al-Ozvam et Torati, qu'est-ce qu'on appelle, ils ont abandonné la Torah, comme il dit au nom du Ran. Le Ran, comme il dit au nom de Rabbeinu Yonah, qui dit tout simplement parce que Lo haïta hashuva benehem, la Torah n'était pas importante à leurs yeux. Il y a une halakha dans la Chot Brachot. Dans la Chot de Brachot, c'est rapporté. Brachot ha-Nehenin. Ha-Ochel peri ha'etz, quelqu'un qui va manger un fruit qui provient de l'arbre, il doit faire la beracha, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, boreh peri ha'etz. Ha-Ochel peri adama, il fait peri adama. Ha-Shote yain, boreh peri ha-Gefen, etc. Chel basar, dagim, she'akol niya bidvaro. Ha-Shote maim letzim'o, mevarer she'akol. Quelqu'un qui boit de l'eau pour apaiser sa soif, il fera la beracha she'akol niya bidvaro. Mashma, qu'est-ce qu'on comprend de cette halakha? On comprend que si quelqu'un boit de l'eau, pas parce qu'il a besoin de boire, pas parce qu'il a soif, mais tout simplement, comme c'est rapporté dans Shulchan Aruch, où la Gemara rapporte dans Brachot, il a mangé quelque chose de harif, il a mangé quelque chose de très piquant, il a besoin de boire.
ou il a pris quelque chose, il s'étouffe, il veut boire, ou même il prend un médicament, il n'a pas soif du tout, mais il a besoin d'une gorgée d'eau pour avaler ce médicament, il ne fait pas la bracha de Sheakol. Mais quand est-ce qu'il fera la bracha de Sheakol? Uniquement lorsqu'il aura soif. S'il a soifé et s'il a soif, là, il fait la bracha. Et là, on va comprendre, là, on va comprendre le problème que Béné Israël avait causé à cause de quoi le Beth Amikdash a été détruit. C'est parce qu'ils n'étaient pas assoiffés de Torah. Ils ont étudié, mais ils n'ont pas connecté avec Akadosh Baruch Hu. Ils ont étudié la Torah pour avoir des connaissances générales. Ils ont étudié, comme on a dit, pour savoir comment faire des bonnes idées pour le commerce. Ils ont étudié pour avoir des bonnes idées dans d'autres choses, mais pas parce qu'ils sont intéressés de s'attacher avec Hachem. Parce que le seul moyen de s'unir avec Akadosh Baruch Hu, c'est à l'aider l'imoud à Torah, c'est à travers l'étude de la Torah. C'est le seul et unique moyen. Et là, on comprend qu'ils n'étaient pas assoiffés. La Torah était comparée à l'eau. De la même manière qu'on ne peut pas vivre sans eau. L'eau est vitale. On ne peut pas non plus vivre sans Torah. Et pour le peuple juif, la Torah est vitale. Et on doit tout le temps être assoiffé. Assoiffé autant, c'était hashuva be'enenu. Que la Torah, elle soit hashuva, elle soit importante à nos yeux, au point que on fait Birkat HaShevach. On remercie, on loue l'Éternel de nous avoir donné et d'avoir été les récipiendaires de la Torah et de nous donner vraiment cette possibilité d'étudier et de nous parfaire dans le monde et de nous attacher avec Akadosh Baruch Hu à travers l'étude et le limud Torah. Alors, je voulais partager avec vous un petit peu ce inyan qui est très intéressant, ce sujet intéressant, qui est le sujet de Matan Torah, et que toute l'idée, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, c'est exactement comme ce roi qui a fait sortir son serviteur, qu'il a remonté du fond des abîmes, du fin fond du puits, du trou, qu'il a remonté pour le ramener à quoi? Pour le marier, pour se marier avec lui. Et ça, c'est le jour de Matan Torah. Ça, c'est le jour de Hag HaShavuot. Et c'est la raison pour laquelle c'est rapporté dans la Torah. Ta'avdun et Elokim al har hazeh. Pourquoi est-ce qu'on se prépare? Pourquoi est-ce qu'Hachem nous a fait sortir? Il nous a fait sortir pour nous préparer. Il nous a fait sortir pour qu'on puisse se préparer pendant ces 49 jours de la période du Homer et d'autres préparations aussi. On a l'habitude de lire dans beaucoup de communautés, dans toutes les communautés, on lit le Pirkei Avot, qui est aussi une préparation. Il y a des communautés qui lisent le Michelet, d'autres qui lisent certaines choses, etc. Tout ça, c'est pour se préparer à Matan Torah. Une fois qu'on a parlé et qu'on a vu cette idée importante, Biom Hatunato, Biom Simchat Libo, maintenant on peut comprendre. Maintenant on vient et on comprend ce qu'a dit la Gemara dans Ta'anit, dans la Masechet Ta'anit. Qu'est-ce que c'est Biom Hatunato, c'est Matan Torah? Biom Simchat Libo, c'est Binyan Bet Hamikdash. Ça veut dire que c'est grâce à l'étude de la Torah qu'on arrivera à construire le Bet Hamikdash. Mais comment est-ce qu'on peut construire Bet Hamikdash? En étudiant la Torah, Betsimaon, en sentant qu'on est assoiffé de l'étude de la Torah. Quand je me réveille le matin, de la même manière que je suis assoiffé parce que j'ai passé quelques heures à dormir, il y a Essea Hadat. La première des choses que j'ai, je suis assoiffé d'études. La première des choses que je fais, j'ouvre les yeux et je remercie l'Éternel. Modéani lefanecha, melechai vekayam. Je remercie l'Éternel de m'avoir ramené sur terre. Qu'est-ce que je fais? Et ensuite, à la fin, Birkat Torah. Et je fais cette belacha avec un entrain extraordinaire, avec un tzimaon. Parce que je ne veux pas revenir à quoi? Je ne veux pas revenir à la raison principale. Pourquoi Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash a été détruit? Al-Osva Metorati qui veut dire Shelo Birchu Batehila. Ça veut dire qu'ils ont étudié mais qu'ils n'ont pas fait de bracha. Nous, on veut étudier et on veut qu'elle soit Hashuva Be'enenu, comme il dit Rabbeinu Yona, qu'elle soit importante à nos yeux
est tellement importante à nos yeux que je fais une beracha avant l'étude. Et bien sûr, la beracha que je fais le matin, elle couvre la journée, toute la journée et même la partie de la nuit, avant d'aller dormir. Et le lendemain, c'est un renouveau. C'est pas parce que j'ai étudié hier que je suis patour. C'est écrit clairement dans le Navi, Ve'agit abo yomam valayla. On a l'obligation d'étudier nuit et jour. Et donc, ça, c'est la hashivut et l'importance. Et je reviens à ce qu'il a dit, Rabbi Baruch Toledano alav shalom. Il a dit quelque chose d'intéressant. Je vais partager avec vous. Qu'est-ce qu'un de ses talmidim m'a raconté que lorsque les Bachurim partaient à la yeshiva et qui revenaient ben azmanim, qui revenaient pendant la période des vacances, c'est-à-dire avant Pessah, ils passaient tout le mois de Nissan, ou alors en été, avant les fêtes. Alors Rabbi Baruch Toledano, il leur demandait, et il leur disait d'ailleurs, c'est le Rav Kriev qui m'a raconté ça, le Rav Kriev que Rav Raskin connaît, qu'il reçoit chez lui, qu'il avait l'habitude de recevoir chez lui. Il vient de Bnei Brak, et que s'il passe il a l'habitude, quand il vient, de passer un Shabbat chez moi à la maison, c'est en même temps le neveu de Rabbi Baruch Toledano et c'est le neveu de Rabbi Shalom Messas. Et donc, lui, il m'a dit, quand il est revenu de la yeshiva, son oncle, Rabbi Baruch Toledano, lui a dit, il a pris les Bachurim, et bien d'Afka, ceux qui parlaient bien français, parce qu'à l'époque, les divrei Torah se faisaient surtout en arabe, dans la langue parlée. Rabbi Baruch Toledano, il leur demandait à ces Bachurim qui revenaient de la yeshiva, allez tourner dans les synagogues et faites des drachot, des divrei Torah, mais en français, pas en arabe. Alors ce Rav Kriev, il a demandé à son oncle, Rabbi, pourquoi? C'est plus simple, les gens ils comprennent mieux. Il dit non, parce que je veux montrer que même si on connaît qu'on a, parce qu'à l'époque, celui qui parlait français, c'était quelque chose, ça veut dire qu'il avait fait des études séculières, il parlait français. Donc, je veux montrer que même ceux qui ont fait des études séculières, qui parlent français, ils connaissent bien la Torah, ils sont capables de retransmettre la Torah. Pour faire un kiddush Hashem, imaginez-vous, pour faire kiddush Hashem, c'était ça qu'il était. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Et je reviens à ce qu'il enseigne. Kve'ut itim la Torah, c'est d'avoir un temps fixe pour l'étude de la Torah. C'est de s'assurer que je n'existe pas de 7h à 8h. C'est l'heure de mon shiur. Je n'existe pas. Je n'existe que pour la Torah. Et cette heure-là que j'ai fixée, ça va couvrir. Ça va m'acquitter de mon obligation d'avoir étudié. Mais il faut que ce soit Zman Kavua. Baruch Hashem, ça ne manque pas dans la ville des shiurim, que ce soit des shiurim physiques. Grâce à Dieu, on est gâté à Montréal avec tous les shiurim. Maintenant, avec cette nouvelle possibilité à travers des Zooms, etc., je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont kvoim et qui sont kovim et tim la Torah. Et il n'y a que comme ça qu'on peut avancer, il n'y a que comme ça qu'on peut s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a que comme ça que ce sera, comme dit la Gemara, Gadol Limud Hamevi Lide Maaseh. L'intention est de mettre en pratique. L'intention est de faire les mitzvot. Et ça, c'est l'importance de l'étude de la Torah, comme on a étudié dans la Chot Talmud Torah, la Da'at et Ta'asur et Ta'mutar, dont on a déduit ce qui est permis, dont déduit ce qui est interdit, qu'on apprend Torah Shebirtav, Torah Shebe'alpeh, la loi écrite, la loi orale, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à déduire à la Chapsuka dans le Shulchan Aruch. Et Ta'maaseh Asher Ya'asun, savoir exactement comment pratiquer les mitzvot, comment faire. Je voudrais passer rapidement sur les halachot de Shavuot et on va essayer de faire le maximum qu'on pourra. Et je voudrais également soulever un point intéressant, c'est que parmi toutes les fêtes dans l'année, je ne sais pas si vous êtes posé la question, combien de Yamim Tovim on a dans l'année? On a 12 Yamim Tovim. 2 jours de Rosh Hashanah, on a 2 jours de Sukkot, ça fait 4. On a 2 jours de Shmini Atzeret et Simchat Torah, ça fait 6. Ensuite, on a encore les 4 jours de Pessah, la première fête, la deuxième fête. Et on a les 2 jours de Shavuot
Je parle bien sûr Chutz ha'aretz, en dehors de l'Eretz Israël. Combien de jours ça fait dans l'année? 12. Chaque fête a quelque chose de particulier. On va commencer par, on va prendre le Seder, comme c'est dans la paracha de Parashat Emor qu'on a lu la semaine dernière, Parashat Hamoadim. On commence par Pessah. Pessah, on est tous occupés avec les halachot de Pessah. Hametz, Matzah, etc., le Seder, et on délaisse très souvent les halachot de Yom Tov, les halachot des jours de fête. Qu'est-ce qui est permis de faire pendant le jour de fête? Qu'est-ce qui n'est pas permis? Comment on peut cuisiner? Comment on ne peut pas cuisiner, etc. Et il y a beaucoup de halachot. Maché asur, maché mutar. On est tellement occupé avec la cachérisation, on est tellement occupé avec Hametz, etc., et cacher les Pessah. Alors, on délaisse un peu les halachot Yom Tov. Arrivé Shavuot. La même chose, on a des halachot de Yom Tov. Mais on est occupé avec, les repas halavi, les repas ci, les repas ça, etc. On va voir, on va en parler. Quand on arrive à Rosh Hashanah, avec quoi on est occupé? Yom Adin, les halachot de Shofar, les halachot, etc. On ne pense pas tellement à halachot de Yom Tov. Arrive Sukkot, on est occupé avec quoi? Les halachot de la Souka, les halachot d'Arba Minim, le Lulav, le Etrog, etc. Et on délaisse aussi un peu halachot Yom Tov. Alors, quand est-ce qu'on va étudier halachot Yom Tov? Moi, je dis toujours, c'est après les fêtes. Il faut faire une kvi'ut, comme on étudie halachot Shabbat, comme on étudie la halachot de Kashrut, comme on étudie toutes les halachot, il faut des shiurim fixes, kavua, de halachot Yom Tov, parce qu'il y a énormément de halachot qui concernent Yom Tov. Ça va être impossible de tout couvrir ici ce soir, impossible, mais on va faire le maximum qu'on peut dans un temps assez réduit par rapport au halachot de Shavuot. D'abord, après, on verra un peu halachot Yom Tov. Alors, on va faire un peu ce qu'on appelle à la Seder. On va faire un peu dans l'ordre chronologique des choses. La première question qui est rapportée, c'est est-ce que le premier soir de Shavuot, est-ce que j'ai l'obligation d'attendre jusqu'à la tombée de la nuit pour faire Arvit? Ou alors, je peux faire Arvit Mibe Odium, c'est-à-dire à partir de Plaga Minha. Alors, je pense qu'il est rapporté dans Shulchan Aruch que c'est écrit clairement, bon, c'est une mahloket dans la Mishnah, entre Hachamim et Rabbi Yehuda, on ne va pas rentrer dans tous les détails maintenant, que après Plaga Minha, c'est Zman Arvit. Et le Mhaber, il est posé comme ça, qu'on peut faire Arvit Mibe Odium, on peut faire Arvit plus tôt. Et beaucoup de communautés, particulièrement pendant cette période où les journées sont très longues, alors beaucoup de Keilot font Minha avant Plaga Minha, et juste après Plaga Minha, font Arvit, pour ne pas que ce soit tarté des satellites, pour ne pas que ça se contredise. Qu'on fait et Minha et Arvit après Plaga Minha. C'est un problème. Donc il faut s'assurer de faire Minha avant Plaga Minha et Arvit après Plaga Minha. Pour vous donner un petit exemple, très simple, que le Plaga Minha, les horaires de Plaga Minha, par exemple aujourd'hui, très, très clairement, Plaga Minha d'aujourd'hui, c'était à 6h33.12. Donc normalement, on doit faire Minha avant ça, et après on peut faire Arvit. Bon, il y a la Shkia, après il y a Tzeta Kochavim, on ne va pas rentrer dans tout ça. Non, il y a un avis qui dit que le premier soir de Shavuot, il faut attendre jusqu'à la tombée de la nuit, jusqu'à Tzeta Kochavim, pour commencer à Arvit. Je vais arriver avec, je parle maintenant en général, je ne parle pas avec le problème que nous avons en ce moment du couvre-feu. On va parler d'abord en général. Ça veut dire que dès qu'il faut attendre pour pouvoir faire Arvit, il faut attendre la tombée de la nuit de Tzeta Kochavim. Si je prends Tzeta Kochavim le soir de Shavuot, on va le voir tout de suite, ça veut dire que Tzeta Kochavim de dimanche soir prochain sera à 8h54. Et là, la question se pose, est-ce qu'on est obligé d'attendre? On n'est pas obligé d'attendre. Alors, je veux dire clairement, c'est rapporté que
quelle est la question et pourquoi est-ce qu'on devrait attendre, d'après les avis qui disent qu'il faut attendre jusqu'à Tset HaKochavim, à cause de Sheva Shabbatot Temimot Yena. Ça veut dire qu'on doit compter les 7 semaines au complet, ça veut dire 49 jours au complet. Maintenant, si je compte le dernier jour, la dernière journée qui est la semaine prochaine, dimanche, c'est le dernier jour du Homer, ça va être le 49e jour du Homer. Toute la journée, c'est-à-dire à partir de Motsai Shabbat, jusqu'à toute la journée de dimanche, qui est Erev Shavuot, c'est le 49e jour. Et ce 49 jours, quand est-ce qu'il va finir? Il va être conclu avec cet Akochavim. Donc, si on fait Arvit avant, d'après les avis qui disent qu'on ne peut pas faire Arvit avant, parce que si on fait Arvit avant, alors c'est comme si on va couper la journée et qu'on va arrêter la 49e journée du Homer, on va l'arrêter un peu plus tôt. Ça veut dire qu'il va nous manquer les Temimot. Donc, on n'aura pas Sheva, Shabbatot, Temimot, Yena. Ça, c'est d'après un avis. C'est rapporté clairement que Nahagu le'akpid le'itpalel arvit shel Hag HaShavot achar Tzet HaKochavim. Donc, c'est rapporté clairement dans le Kitzur Shulchan Aruch de Rabbi Baruch Toledano qu'on a mentionné. Il rapporte clairement qu'il faut faire Arvit à Tzet HaKochavim. Il faut attendre Tzet HaKochavim pour pouvoir faire Arvit. Bon, de la fête de Shavuot. Et là, on voit que ce n'est pas très évident. Le Yalkut Yosef, lui, il est possède d'après un psak de son père, du Rav Ovadia Yosef alav Shalom, dans Hazon Ovadia, c'est rapporté, dans Haveda, dans Helek Vav, dans le Siman Lamed. Là-bas, c'est rapporté que la veille du premier soir de Shavuot, dimanche prochain, il n'y a pas de problème de faire Arvit Mibe'odium. Si on a besoin, si on n'a pas le choix, le Chatehila, c'est sûr qu'il faut faire Arvit Atzet HaKochavim. Mais si c'est compliqué, si c'est difficile, et il prend l'exemple, comme par exemple Be'are Europa, comme par exemple en Europe, où la nuit tombe très très tard et c'est pratiquement impossible d'attendre aussi tard pour pouvoir faire Arvit, il n'y a aucun problème de faire Arvit Mibe'odium après Plaga Mincha, et ça ne vient pas du tout en contradiction. Ce n'est pas parce qu'on a fait Arvit de Yom Tov, avant le temps qu'on a fait rentrer le Yom Tov, qu'on a interrompu la 49e journée, ça n'a rien à voir. Le compte du Homer, il reste. Le Homer, il va rester jusqu'à Tzet HaKochavim, la 49e journée, et ce n'est pas un problème de faire Arvit. Il dit par contre, si on peut s'arranger au moins de faire Kiddush de Yom Tov à Tzet HaKochavim, c'est encore mieux. Pour ceux qui vont faire Arvit Mibe'odium, vont faire Arvit un peu plus tôt. Si on ne peut pas passer trop compliqué, passer trop tard, et qu'on ne peut pas laisser les enfants attendre, on veut faire Simchat Yom Tov, et que tout le monde soit à table, etc. Si on va attendre trop tard, les enfants ne seront plus là, ils vont aller dormir, ils ne tiendront plus. Donc, dans ce cas-là, il dit même le Kiddush, on peut faire Mibe'odium à partir du moment où on a fait Arvit, après Plaga Mincha, on peut rentrer à la maison, on peut faire Kiddush à Philo Mibe'odium, et ce serait une bonne chose de manger un kazaï de pain après Tzet HaKochavim. Donc, halakha le ma'aseh, cette année, où ce n'est pas évident, puisque on est limité avec le couvre-feu. On a un conflit un petit peu avec Arvit, si on veut attendre Tzet HaKochavim. Le temps qu'on rentre à la maison, le temps qu'on fasse la Serouda, c'est très bien. Maintenant, pour ceux qui veulent faire la grande mitzvah, qui est la mitzvah prochaine dont je vais parler, qui est le tikkun de l'El Shavuot, c'est-à-dire que on est noheg, on a une coutume de faire le tikkun de l'El Shavuot, de rester réveillé toute la nuit jusqu'avant le lever du jour pour étudier toute la nuit. Donc maintenant, si on fait vraiment Arvit et qu'on va attendre cet HaKochavim, le temps qu'on rentre à la maison, le temps qu'on fasse, qu'on doit faire, etc., on ne pourra plus ressortir, ça va être trop tard. Je sais que certains, ils s'arrangent, ils ont des lettres, comme quoi ils peuvent circuler, même après 9h30. Tout cela, t'avoir les belacha, tant mieux.
ceux qui ne peuvent pas, c'est compliqué, qui vont être obligés de retourner à la synagogue pour faire le tikkun avant 9h30. Donc, dans ce cas-là, ils n'auront pas le choix que de faire Arvit, mi Be'odion, c'est-à-dire après Plaga Mincha, de recevoir Yom Tov, de faire le Kiddush et même de faire la Serouda et d'essayer de manger un kazaï de pain après Tset HaKochavim. Et là, donc, chacun pourra s'arranger, chacun pourra faire comme il fera, chacun devra s'organiser comme il peut s'organiser, et chacun devra suivre sa Keïla. J'imagine, chaque synagogue va s'organiser en conséquence. Alors, vous suivrez votre Keïla, ce que votre Keïla va décider. Maintenant, par rapport au tikkun de l'El Shavuot, du soir de Shavuot, de rester réveillé toute la nuit, il y a des raisons très intéressantes, il y a plusieurs raisons. La première des raisons, c'est comme ça a été rapporté dans le Midrash, que Béné Israël ont dormi toute la nuit la veille de Matan Torah. Ils étaient tous là pour attendre Vayhan Sham Israël Neged Ahad, et Ish Echad, Belev Echad, ils étaient tous ensemble. Ils étaient anxieux de recevoir la Torah, et voilà qu'ils ont été dormis. Ils se sont endormis. Et le fait qu'ils se sont endormis, ça veut dire qu'il y a un problème. Et nous, on doit faire le tikkun, on doit faire cette réparation du fait qu'ils étaient dormir, parce qu'ils auraient dû être anxieux et se préparer pour Matan Torah. Le rabbi explique quelque chose d'extraordinaire. Le rabbi dit, il y a un Midrash qui rapporte, qui dit que Afilu Zvuf Katan lui fili alay. Qu'Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il dorme profondément. Et même un petit insecte n'est pas venu les déranger. Ça veut dire qu'ils ont dormi profondément. Si Hachem voulait les laisser dormir, ça veut dire que ce n'était pas si pire ce qu'ils ont fait. Et comment on peut concevoir quelqu'un qui a attendu, tellement anxieux de recevoir la Torah? Comment est-ce qu'on peut concevoir qu'ils étaient dormis? Et là, la réponse que le rabbi donne, c'est qu'ils étaient bien intentionnés. Leur intention était qu'en dormant, on élève notre neshama chez Akadosh Baruch Hu. Et ils ont pensé que le meilleur moyen de se préparer à Matan Torah, c'est de se rapprocher d'Hachem et élever sa neshama vers Hachem. Alors, le meilleur, comment on fait? On dort et la neshama va chez Hachem. Ils n'ont pas compris une chose. Ils n'ont pas compris que la avoda qu'on doit faire dans ce monde sur terre, c'est avoir les pieds sur terre. Comme c'est écrit, comme il a dit Yaakov, Veine Sulam, Mutzav Arza, Veroshom Agi Hashamaima. Notre avodat Hashem doit être les pieds sur terre, on est terre à terre. Et on doit faire tout comme Akadosh Baruch Hu nous demande en étant dans ce olamazé, en étant dans ce monde. Maintenant, par rapport au tikkun de l'El Shavuot, notre minhag, alors je veux juste rapporter que les halachot que je donne, c'est bien sûr pour les Sfaradim. Certaines vont être basées sur les tshuvot du Rav Ovadia Yosef, certaines sont basées sur les tshuvot de Rav Shalom Essas, par exemple, la plupart sont basées sur Maran Bet Yosef, etc. Donc, que ce soit clair, c'est les halachot que je donne, c'est basé pour les Sfaradim en général. Donc, la coutume, c'est que on fait comme Divrei Mekoubalim, qu'on lit le tikkun l'El Shavuot. Il y a un tikkun qu'on lit, et on lit Torah Shebirtav, Torah Shebe'alpeh, on va lire un peu de chaque pasuk de toute la Torah, depuis Parashat Bereshit jusqu'à la fin. On va lire les Nevi'im, les Ketuvim, on va lire des Mishnayot, on va lire certains passages de Gemara, après on va lire du Zohar, après on va lire, etc. Et on va lire, selon certaines coutumes, les Tariag mitzvot, les 613 mitzvot, qu'on va réciter. Le Yalkut Yosef rapporte qu'il est préférable de faire le tikkun plutôt que de faire comme certaines communautés qui étudient. Qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas de tikkun, mais ils étudient toute la soirée. Ça sert, ils étudient la Torah. Chacun choisit ce qu'il étudie, des sougiotes dans la Gemara, etc. Maintenant, bien sûr, chaque communauté fera comme elle fait. Mais les Sfaradim, eux, doivent étudier le tikkun, lire le tikkun l'El Shavuot. Et ça, c'est très important. Alors, chacun également devra s'organiser comment faire pour le tikkun l'El Shavuot. On m'a posé la question, quel était le minhag au Maroc quand on faisait le tikkun? Est-ce qu'on faisait tout de suite la tefila?
on faisait shahri tout de suite ou pas. Mon souvenir est qu'on faisait le tikkun les Shavuot dans les maisons, c'est-à-dire on se réunissait dans chaque synagogue, il y avait un Baal Bayt Hashuv qui voulait recevoir tout le monde chez lui pour faire le tikkun. Et on faisait le tikkun et on restait le plus tard possible jusqu'au moment un peu avant Amud Shahar, un peu avant le lever du jour, pour ensuite rentrer à la maison, dormir un petit peu, dormir quelques heures et revenir dans les synagogues, faire Shahrit comme c'était la coutume à 8h30 ou peu importe. Et pourquoi est-ce qu'ils avaient cette habitude de faire comme ça? Parce que c'est rapporté dans les Sfarim que pour permettre de faire une tefila bechavana, pour permettre de faire une bonne tefila, une bonne prière, c'est compliqué de rester toute la nuit réveillé et ensuite de faire la tefila tout de suite, directement, tefila net, ce qu'on appelle. Et c'est compliqué, c'est difficile. Maintenant, il y a des communautés qui ont l'habitude de faire comme ça. Et bien sûr, t'avoir les brachas. Chacun doit faire comme sa keila, il doit suivre sa keila, doit suivre son rav. Si leur habitude, c'est de lire et de rester lire le tikkun, et ensuite, tout de suite après, à Amud Shahar, commencer la tfila et attendre net pour faire la hamida, etc. Ensuite, rentrer à la maison, tant mieux. Si c'est ça ce qu'ils font, c'est très bien. Le seul problème, c'est qu'ensuite, comme quelqu'un m'a dit, la famille est un petit peu déphasée. Parce qu'ensuite, le père, il rentre dormir, les enfants se réveillent, il n'y a personne pour les amener à la synagogue, etc. Et il y a un grand inyan d'aller tout le monde à la synagogue, Anashim Venashim Vetaf, pour aller entendre, comme on vient d'écouter, la lecture de Asel et Adiberot, qui est très importante. Donc, c'est bien. Donc, il faut tenir compte. Il faut tenir compte ceux qui étudient toute la nuit et qui ensuite vont rester prier de filat net, ils doivent s'assurer également du hinour des enfants. Ils doivent s'assurer également que leurs enfants iront à la synagogue, à Shavuot, et ils ne seront pas pénalisés parce que le papa a prié la tfila très tôt, et après ça, il est rentré dormir toute la matinée, et les enfants sont délaissés. Donc, c'est vraiment important de tenir compte de cela. Chaque famille devra s'organiser en conséquence. Puisqu'on parle de la lecture de Aseret Adiberot, d'entendre les 10 commandements comme on a l'habitude. Et en fin de compte, les 10 commandements, on a l'habitude de les lire 3 fois par an. On va les lire à Shavuot, qui est dans la paracha de Yitro, le premier jour. On va les lire quand on va lire parachat Yitro, c'est-à-dire dans Sefer Shemot, en hiver. Et on va lire aussi dans parachat Vaïtchanan. Donc, 3 fois par an, on va lire Aseret Adiberot. Alors, c'est rapporté clairement qu'il y a une coutume d'être debout pendant la lecture des Aseret Adiberot. C'est-à-dire, au moment où on va lire, dès qu'on commence Anochi Hashem Elokecha, tout le Kahal se met debout. Pourquoi le Kahal se met debout? Parce que c'est écrit clairement que Vaya'amdu Melachok. Le pasuk nous dit Vaya'amdu Melachok, c'est-à-dire on s'est tenu debout de loin en bas de la montagne, tout le monde était debout pour Matan Torah. Le Yalkut Yosef rapporte quelque chose d'intéressant, il dit, et c'est connu, qu'on ne devrait pas faire de différence entre les 10 commandements et tout le reste de la Torah. Miman Afshaf. Si on veut être debout, alors il faut rester debout tous les Shabbatot et même les lundis et jeudis pendant qu'on écoute la lecture de la Torah. Parce que si on ne fait pas comme ça et qu'on reste debout seulement pendant Aseret Adiberot, c'est comme si on donne une hashivut, c'est si on donne une importance aux 10 commandements et le reste de la Torah n'est pas important. Vous savez, et la vérité, il y a des gens qui parlent comme ça. Des gens qui vous disent, ah, moi, je suis un bon juif. Moi, je fais attention aux 10 commandements. Le reste, bon, ça va. Mais le 10 commandements, c'est ce qui est le plus important. Je ne tue pas, je ne vole pas, etc. C'est ça le plus important. Bon, mais il y a là-dessus, c'est rapporté dans les tchouvot de Shemesh Umagen, dont Rabbi Baruch Toledano aussi rapporte dans son Kitzur Shulchan Aruch que notre minhag à nous des Marocains, et pas seulement les Marocains, les Tunisiens aussi, ils ont ce minhag de rester debout pendant Aseret Adiberot, particulièrement de se mettre debout à ce moment-là.
Et ça, c'est rapporté également dans Yehavedat. Il y a deux Yehavedat. Il y a un du Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom. Il y a un Yehavedat du Rav Yitzhak Hazan, qui était un grand Dayan au Maroc, à Casablanca. Ensuite, il était Dayan, il était Av Bedina Haïfa, puis il était dans Bedina Gadol à Yerushalayim. Il a écrit également les Shelot Utshuvot Yehavedat, 3 halakim, donc dans Helek Gimel, dans le Siman Yud Gimel. Là-bas, il a toute une arichout et il explique pourquoi notre minhag de rester, de se mettre debout pendant un seul état d'Ibelot, c'est un minhag qu'il faut garder, qu'il faut continuer. De la même manière, dans les Shelot Utshuvot Shemesh Umagen de Rabbi Shalom Essas, dans le Siman Nun Zayin, également, il rapporte, Barichut Gedola, il explique pourquoi notre minhag est un bon minhag de rester debout pendant les Aseret Adiberot. Encore, c'est rapporté dans beaucoup d'endroits comme ça. Maintenant, dans le Yalkut Yosef, il dit qu'il y a quelque chose d'important. C'est qu'il faut faire attention à Tifrosh Minatzibur. Que veut dire Tifrosh Minatzibur? Que si, par exemple, je vais et je prie la fête de Shavuot et je vais dans une synagogue où le minhag de ce kahal est de se mettre debout pendant les Aseret Adiberot, mais moi je suis le Yalkut Yosef qui dit de ne pas se mettre debout. Dans ce cas-là, il ne faut pas que je sois différent des autres et que je sois marginal. Alors je dois faire comme tout le monde et je me mettrai debout depuis le début de la kriya pour ne pas être marginal. De la même manière, si moi je viens d'une communauté où mon minhag, c'est de rester debout pendant Aseret Adibelot, mais je me trouve cette fête de Shavuot dans une synagogue où leur minhag est de rester assis, je dois rester assis pour ne pas être Kolesh Minatzibur. C'est très important. Voilà, on a parlé de cela. Ensuite, on va voir la coutume de manger halavi, c'est-à-dire de manger du halavi pendant la fête de Shavuot. Donc, il y a une coutume qui est rapportée comme ça, que de manger du laitage pendant la fête de Shavuot. Et c'est basé sur quoi? Alors, c'est rapporté dans les Sfarim que, étant donné, il y a plusieurs raisons qui ont été rapportées. Une des raisons, la première raison, c'est que du fait que Béné Israël ils se sont trouvés à Matan Torah, qu'avant Matan Torah, ils n'étaient pas régis par les lois de la Kashrut. Tout d'un coup, ils ont reçu la Torah, et là, ils sont régis par les lois de la Kashrut. Ça veut dire qu'ils doivent faire la shechita, ils doivent enlever le nico, c'est-à-dire ils doivent nettoyer la bête, ils doivent faire tout ce qu'ils ont à faire. Les kelim qu'ils ont, la vaisselle qu'ils ont, elle a été mélangée. Donc, le plus simple était, puisqu'ils avaient du bétail, c'était d'aller de traire des vaches et de boire tout de suite du lait. C'était ce qui était de plus pratique et de plus simple. Ça, c'est une réponse, ça, c'est une raison. Il y a une autre raison, c'est rapporté des vaches halav tahat leshoner. Que la Torah, elle est comparée à des vaches halav. La Torah, elle est comparée, c'est écrit dans Shira Shirim, la Torah est comparée au miel et au lait. Et donc, en souvenir de ça, on prend des laitages. Maintenant, la séouda de laitage, comment est-ce qu'on devrait la faire? Alors, les souvenirs que nous avons, c'est qu'on ne faisait pas vraiment une grande séouda, un repas complet halavi de laitage. Le minhag, qui était le plus répandu, j'ai confirmé avec Rabbi David Sabar, Shalita, plus répandu au Maroc, et moi je me rappelle de ça de mon jeune âge, c'est que le matin, avant d'aller à la tfila, avant d'aller à Shahrit, nos mères ou nos grands-mères, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles prenaient de la matzah. Elles trempaient la matzah dans du lait et du miel. On nous faisait manger cette matzah et c'est tout. Et avec ça, on était yotse, on allait à la synagogue, on revenait et on faisait une séouda normale, c'est-à-dire une séouda de viande. Ragil, séouda Yom Tov. Comme c'est écrit, que en simcha ela bebasar veyayin et que les séoudot de Yom Tov doivent être des repas qui sont faits avec de la viande. Maintenant, il y a d'autres communautés qu'ils font, ils vont à la synagogue, et en revenant de la synagogue, ils font kidouche, et ils mangent un peu de halavi. Ils mangent certaines choses halavi, et ensuite, ils vont attendre pour faire la séouda de Yom Tov. Alors là, il faut faire très attention. Et là, je reviens à ce qui est écrit
dans Maran, dans le Shulchan Aruch, c'est rapporté dans Siman Petet, clairement là-bas, que Haochel Gvina, Ochel Miyad Aharav Basar. Je parle pour les Sfaradim. Pour les Sfaradim, Maran il est posé clairement que quelqu'un qui a mangé du fromage, et Maran ne fait pas de distinction, il dit du fromage, c'est-à-dire de n'importe quel produit laitier, Ochel Miyad Aharav Basar, il peut tout de suite manger de la viande après. À condition, ou bilvad, chez Ayen Beyadav, à condition qu'il vérifie ses mains si elles ne sont pas grasses, qu'il n'y a pas du gras du fromage, parce qu'il va toucher de la viande. Et il faut faire ce qu'on appelle Kinuavadaha, il faut se rincer la bouche avec un liquide et manger quelque chose. Et ensuite, il peut tout de suite manger de la viande. Maintenant, on va rentrer dans des minhagim. Mais le Shulchan Aruch dit quelque chose d'intéressant. C'est que si on a mangé, par exemple, des mésonotes ou n'importe quoi, il faut faire ce qu'on appelle siluk se'oda. Il faut tout de suite, il faut faire bracha harona. Si on a mangé des mésonotes, il faut faire à la mihya, et ensuite, on fera hamotzi, et on s'assera faire le repas normal. Maintenant, c'est rapporté dans un sefer qui s'appelle Noheg Bechochma, de Rabbi Yosef Benaim, qui était un rave de Fès, qui était un grand Talmid Chacham qui a écrit énormément. Il est niftar. Pour vous donner un peu une idée, il est décédé en 1962, 61-62, plutôt 62. Et donc, il était à Fès et c'était un grand choker. Il a écrit énormément. Et parmi les sfarim qu'il a écrit un sefer qui s'appelle Noheg Bechochma. Et là-bas, il a dit qu'il a entendu des rabbanim de la famille Serfati de Fès, qu'eux, ils avaient l'habitude d'être mahmir et d'attendre entre le fromage et le lait, comme dit le Rama. C'est-à-dire que le Rama, il dit que si, je ne vais pas maintenant donner un shiur entier de Basar Halav, mais juste donner une idée. Il dit que si il fait une distinction entre le fromage dur et le fromage qui n'est pas dur, qui est mou. Donc, pour le fromage mou, il n'y a pas de problème. On peut tout de suite manger de la viande après avec les conditions que je mentionnais. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un fromage dur? C'est un fromage qui a macéré et c'est un fromage qui a fermenté pendant plus de 6 mois et plus. Et là, il dit, comme c'est rapporté, comme il dit le Rama, là, il faut attendre 6 heures entre le fromage dur et le fromage et la viande. Et le Yalkut Yosef, lui, il se base clairement et seulement sur la halacha comme Maran. Ça veut dire qu'il n'y a fait aucune différence entre un fromage dur, entre un fromage mou. Alors, certains au Maroc avaient l'habitude de faire comme il rapporte dans Noheg Bechochma, que si c'était un fromage dur, donc il fallait attendre 6 heures avant de manger de la viande. Et ça, c'est basé sur un Zohar, dans Parashat Pinchas. Mais d'une manière générale, ceux qui n'ont pas ce minhag, pour les Sfaradim, il n'y a aucun problème, que ce soit du fromage dur, du fromage mou, que ce soit des laitages, peu importe n'importe quel laitage. Bon, lui rapporte qu'il avait entendu de son rave, Rabbi Haïm Kohen, qu'on attendait Me'at. C'est quoi Me'at? Une demi-heure. Il y en a qui attendent 1 heure entre le laitage et la viande. Mais d'après Maran, on n'a pas besoin d'attendre et on peut tout de suite, comme j'ai expliqué, se rincer la bouche, manger quelque chose, se rincer les mains, faire bracha harona et passer ensuite à une seouda qui est normale, seouda Yom Tov. Maintenant, pour les personnes, aujourd'hui, de plus en plus, les gens veulent faire des seoudot halavi complètement. Il ne faut pas omettre à Yom Tov de manger de la viande. Donc, s'ils veulent faire vraiment une seouda halavi, donc plus tard dans l'après-midi, il ne faudra pas oublier de manger au moins quelque chose, un plat de viande pour s'acquitter de l'obligation de manger de la viande à Yom Tov pour faire Simchat Yom Tov. Ça, c'est plus ou moins par rapport au seoudot. Et la seouda de halavi, la coutume de manger halavi, c'est seulement le premier jour et pas le deuxième jour. Comme ça, c'est rapporté. On a également l'habitude de se réunir dans les synagogues après, dans l'après-midi, et de lire Megillat Ruth, par exemple, juste avant Minha. Quel rapport? Pourquoi est-ce qu'on lit Megillat Ruth? Parce que comme c'est rapporté que dans Megillat Ruth, comme c'est rapporté, Bimei Ketzir Hitim, toute l'histoire s'était passée Bimei Ketzir Hitim à l'époque de la moisson.
L'époque de la moisson, c'est Shavuot. Donc, toute l'histoire de Ruth s'est passée à cette période. Et c'est pour ça qu'on la lit. Également parce que de Ruth est sorti David Amelech et que David Amelech, le roi David, a quitté ce monde physiquement à Shavuot. Donc, on lit cela. On lit Ruth. La coutume, c'est de lire la première partie le premier jour, ensuite la deuxième partie le deuxième jour, et on relit le passouk, Yeshalem Hashem Paoler, que vraiment, le fait que Ruth, tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle a fait d'extraordinaire, donc Akadosh Baruch Hu a écouté cette fille-là et il l'a récompensé, et de là est sorti David, et de là sortira Bezrat Hashem, Mashiach ben David, imaginez-vous. Ensuite, on a l'habitude, les Sfaradim, de lire ce qu'on appelle les Azharot, qui sont très intéressants. Le premier jour, le deuxième jour, il y a la première partie avec les Mitzvot Aseh, Mitzvot Lota Aseh, ensuite la deuxième partie, etc. Donc ça, c'est d'une manière générale les coutumes particulières de Hag HaShavuot. Maintenant, je pense que si vous voulez, on peut passer directement à des halachot sur halachot Yom Tov, parce que si je vais commencer à donner halachot Yom Tov, en la davar sof, on pourrait rester toute la soirée ici, et ça ne suffirait pas. Il y a énormément de halachot qui concernent les jours de fête, les jours de Yom Tov, et je répète encore, qu'ils ne font aucune différence, que ce soit Pessah, Shavuot, ou Sukkot, ou Rosh Hashanah. Donc, ce sont les mêmes halachot par rapport à Yom Tov. Donc, si vous voulez, on peut passer maintenant à une période de questions. S'il y a des questions sur les halachot Yom Tov, je suis prêt à répondre à ces questions. Et s'il manquera certaines choses, on pourra les mentionner. Alors, je ne sais pas si la Rabbanit Raskin a reçu déjà des questions, ou si vous voulez envoyer des questions, on peut commencer. Pas encore reçu. Pas encore reçu. Alors, très bien. Alors, je voudrais mentionner que Yom Tov est aussi important que Shabbat. De la même manière que pour Shabbat, c'est écrit Lota'aseh bo kol melacha, qu'on ne fait pas des travaux, tous les travaux interdits Shabbat sont aussi interdits à Yom Tov, à part, comme on apprend d'un passouk, d'un verset, dans la parashat Bo, où c'est écrit que seulement ce qui est permis, les chol nefesh ou les vado ya'aseh lachem, ce qui est permis pour survivre et pour manger, ça, c'est permis de faire à Yom Tov, c'est-à-dire ça va être permis de cuisiner. Mais c'est permis de cuisiner avec des conditions bien précises. Pourquoi est-ce qu'on peut cuisiner à Yom Tov? C'est Mishum Kavod Yom Tov. C'est pour le Kavod de Yom Tov, c'est-à-dire pour manger un repas qui est frais à Yom Tov. Ça s'appelle Oneg, ça fait partie du Kavod Yom Tov, Simhat Yom Tov plutôt, se réjouir à Yom Tov. Et comment est-ce qu'on se réjouit? Avec des repas qui sont bons, qui sont frais. Donc c'est ce qu'on appelle Kol Davash et Mefik Ta'am, n'importe quoi qui, lorsque ça a passé la nuit, lorsqu'on a laissé quelques heures, si on a cuisiné depuis Erev Yom Tov, donc ça va perdre, ça n'aura pas le même goût comme si ça a été fait fraîchement. C'est la raison pour laquelle c'est permis de cuisiner à Yom Tov, mais à condition de cuisiner si on est obligé d'allumer un feu. Si quelqu'un, par exemple, a du gaz, ça va être permis d'allumer un feu à partir d'un feu qui est déjà existant. De la même manière, pour Adlakat Nerot, qu'on doit allumer les Nerot. Alors, le premier soir, il n'y a pas de problème. On allume les Nerot avant le Zman. Et c'est bien d'allumer les Nerot. Il ne faut pas attendre cet Akochavim pour allumer les Nerot de Yom Tov le premier soir. Et donc, on peut allumer normalement, comme on a expliqué dans la Halachot Pesach. Je rappelle aussi que nos femmes, je ne reviens pas là-dessus, mais comme c'est rapporté, comme le Bach et comme d'autres poskim, que nos femmes ont l'habitude de faire Adlakat Nerot et de dire Birkat Shehiyanu lorsqu'elles vont allumer les Nerot le premier soir et le deuxième soir après avoir allumé. Ensuite, pour le deuxième soir, comme on dit, Hacham Enav Belosho, il faut s'assurer de laisser un ner neshama, par exemple, une bougie allumée, qui va rester allumée, qu'on pourra utiliser pour allumer les nérotes à partir de cette bougie. Donc, on ne peut allumer qu'à partir d'un feu qui est déjà existant. De la même manière, pour cuisiner, on ne peut cuisiner et allumer qu'à partir d'un feu qui est déjà existant. Si on n'a pas un feu qui est existant, c'est un problème. Mais si on a une possibilité de demander à un goy d'allumer pour nous, donc ça va être possible de demander à un goy d'allumer pour nous
les tzorech Yom Tov. Pourquoi? Parce que c'est un shvut des shvut, les tzorech mitzvah. Donc, puisque c'est pour une mitzvah, on pourra demander à un non-juif. Maintenant, si quelqu'un, il me semble qu'on avait parlé un peu de ça à Pessah, je crois, dans la Lachot Pessah, on avait un peu mentionné. Maintenant, si quelqu'un n'a pas un feu de gaz, avec du gaz et qu'il a des feux électriques, ça c'est un problème. On ne peut pas allumer les feux électriques à Yom Tov. On ne peut pas non plus ni les augmenter, ni les baisser. Tout ce qui est électrique ne peut pas du tout être touché à Yom Tov. On ne peut pas toucher. Donc, il faut s'organiser à l'avance et laisser un feu ou un four ou quoi que ce soit, avoir quelqu'un qui va pouvoir, un goy, une goya à qui on pourra demander d'allumer pour nous. Donc ça, c'est quelque chose de très important à savoir dans la halachot de Yom Tov. Il me semble qu'il y a déjà une question qui est arrivée. Donc, si vous voulez poser la question, je... For those who have a minhag of Sudat Chalavi, Erev Yom Tov, I guess it's the first Chag, would they be Yotze if they cook Basar only for the second Suda? Alors, très bien. D'après ce que je comprends, c'est quelqu'un, par exemple, qui pose la question, est-ce que la première Seouda, qui est la Seouda du soir, et qui font Halavi le soir, et le lendemain matin, c'est-à-dire le lendemain, la deuxième Seouda, la Seouda Shnia, après la Tfila, après Shahrit, ils vont faire une Seouda Ragil, normale, une Seouda de Bessari, de viande. Alors, est-ce qu'avec ça, la question est, est-ce qu'avec ça, est-ce qu'on sera acquitté de la Seouda Halavi? La coutume est de manger du halav avant, c'est le matin, relié avec Matan Torah. Puisque, comme on a dit tout à l'heure, soit la coutume avec laquelle on a grandi, je suis sûr que beaucoup parmi vous vont se rappeler de cette coutume, qui ont grandi avec le fait de manger, de boire du halal, de manger du miel comme ça avant d'aller à la synagogue, c'était pour se rappeler des vaches, des halal tahat et shonef, ou alors en revenant de la synagogue, faire soudat halali, parce que c'est relié directement avec Matan Torah. Donc, ce que je conseille, c'est si quelqu'un, par exemple, ça l'arrange, il y a un problème. C'est que s'ils font la Seouda halavi complètement du premier soir de Yom Tov, il y a un problème qu'ils n'auront pas mangé de la viande le premier soir de Yom Tov, alors qu'on est obligé de manger de la viande ou du poulet, de faire une Seouda Bessarit pour Simchat Yom Tov. Donc, dans les deux Seoudot, on doit faire de la viande et le dimanche soir, et lundi à midi, et mardi à midi, et lundi soir aussi. Donc, en fin de compte, ce qui nous reste, c'est la solution de manger soit avant la tfila, de prendre quelque chose de léger, soit après la tfila, comme j'ai dit tout à l'heure, après le kiddush, de manger comme ça un peu de halal. It doesn't seem that we have any more questions, but if there's anything quickly, if you want to send it by WhatsApp or on the chat. Ça a l'air que tout est clair. Tout est clair. OK. Toda Rabba. Merci beaucoup pour donner la chance à tout le monde pour se préparer à Matan Torah, à cette grande fête. Alors, on va souhaiter à tout le monde Kabbalat HaTorah besimcha ou bepnimiut, qu'on puisse recevoir la Torah avec joie, que ça pénètre en nous. Et merci du fond du cœur au Dayan Harav David Banan Shalita pour tout ce temps que vous avez donné ce soir pour la communauté. On vous souhaite à vous aussi très très bonne fête et qu'on écoute que des bonnes nouvelles chez Am Israël, et surtout ce qu'on a besoin, c'est la Géoula. Qu'on puisse mériter l'arrivée de Mashiach Tzidkenu le plus vite possible. Yomar Dai Letzarotenu. Amen. Je tiens encore à remercier le Rav Raskin, la Rabbanit Raskin, également pour tout ce qu'ils font pour la Kehila, pour toute la communauté en général. Baruch Hashem, ça atteint tout le monde. Ça dépasse les frontières de Côte-Saint-Luc, Baruch Hashem. Nous aussi, ça dépasse Laval. Aujourd'hui, Shayarot Metsuyot, les routes sont ouvertes. Donc, il n'y a pas de
on est là tous ensemble, vraiment, toute la Kehila ensemble. Et je vais mettre Kol HaKavod. Et je pense que comme on vient d'entendre, que c'est très important, que tout le but, c'est d'arriver avec Matan Torah. Mais le but de Matan Torah, comme on a dit, c'est d'arriver à la construction du Beth Amikdash. Et on a compris le remède. Le remède, c'est d'être assoiffé de Torah et de faire Birkat Torah. Et comme on a dit au début, et je répète, comme ça on va rester avec ça dans l'esprit, comme c'est rapporté dans Siman Mem Zayin, dans Shulchan Aruch, que Tzadir Leizaher Ba Meod. C'est la seule bracha pour laquelle c'est écrit Tzadir Leizaher Ba Meod. Ce n'est pas écrit ça pour toutes les autres brachot. Alors, ben, si on est nizar, si on fait bien attention et qu'on est assoiffé de Torah, alors c'est ça ce qui va, Bezrat Hashem, amener le Mashiach et Binyan Bet Hamikdash Hashishi, le Rabbi Amenu Amen. Amen. Amen, ve Amen, Chag Sameach. Je voudrais juste dire à la communauté que vous sachiez comment on est chanceux d'avoir un rabbin qui a une grande connaissance dans les poskim du Maroc. Sûrement, quand vous avez entendu ce soir, vous avez entendu de différents rabbins, de différents poskim, de différentes villes du Maroc. C'est quelque chose d'extraordinaire, Baruch Hashem. Alors, en plaisantant, on dit toujours que les Juifs sont sortis du Maroc, mais le Maroc n'est pas sorti du Juif. Baruch Hashem. Très bien. Good. Alors, bonne nuit et Chag Sameach à tout le monde. Et que des bonnes nouvelles et refoua shlema pour tous les noms qu'on a mentionnés avant. Qu'ils aient une refoua shlema complète, Bezrat Hashem. Amen.